Nous avons avec nous en visuel André Lamoureux qui est politologue chargé de cours au département des sciences politiques de l'UQAM. Bon après-midi, Monsieur Lamoureux. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Oui, Vous-même. très bien, moi, même quand ça va mal, ça va toujours bien pour moi. Hein? Et le paysage du Québec respire la Oui, grève dans oui. les écoles surtout, et ça veut dire la grève un peu partout, même dans les entreprises. Les parents qui ont des enfants, les parents qui ont des enfants mais qui travaillent et qui doivent trouver un Prendre des moyen de congés se sans solde. dépanner. Surtout Prendre... lorsqu'on n'a pas de grands-parents. Oui, Les surtout, enfants oui, n'ont pas ouais, de grands-parents. oui, des personnes qui devront possiblement prendre des congés sans solde, ou peut-être un des deux parents est à tour de rôle, ou je ne sais pas trop. Les gens vont devoir s'organiser avec la famille s'ils en ont, des amis. Ah, ça, c'est sûr que ça complique les choses à partir du L'école, 21 novembre. on dirait que l'école est un produit transversal, ça touche un peu tout le monde, même les employeurs seront touchés. Imaginez la productivité du Québec, ça dépend du nombre de jours de grève. Ben, écoutez, c'est parce que l'importance de la grève, si on fait que la fonction publique au Québec, c'est quand même énorme. C'est 420 000. Le Front commun lui-même, c'est 420 000, disons, employés du secteur public. Puis si vous ajoutez la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, qui est comme distincte, qui fait un peu comme bande à part, qui a son propre scénario d'ailleurs. Ben là, on monte à 500 000 et plus. La FIC aussi, des infirmières. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, quand il y a une grève du secteur public, c'est sûr que ça a un impact majeur pour l'ensemble des citoyens. Alors maintenant, si vous étiez au gouvernement, Monsieur Lamoureux, vous auriez fait quoi, et, étant donné que non seulement cette situation était prévisible, ça fait au moins un an, ma foi, depuis qu'on parle d'une possibilité de grève. On a fait presque toutes les étapes du côté du syndicat, aller chercher des votes de grève patiemment, etc. Et on a vu que il y avait, je dirais pas un engouement pour la grève, mais la préparation de la grève nous montrait que ça allait être quelque chose d'extrêmement important. Donc, du côté du gouvernement, on était censé être préparé à cette grève-là. À la place du gouvernement, qu'est-ce que vous auriez fait pour éviter que ça ait vraiment des conséquences sur l'ensemble de la population et Ben là, trop grandes conséquences? mais disons que pour l'instant, il n'y a pas de conséquences pour le moment parce que la grève n'est pas commencée. Alors donc, là, on est à l'étape des négociations et là, ce que j'entends, c'est que là, il y a une négociation intense là, maintenant, au moment où on se parle. Là. Je sais pas si c'est jour et nuit, mais en tout cas, là, le rythme est accéléré. Et jusqu'à maintenant, le gouvernement a fait que trois ou quatre propositions. La dernière, là, qui a été refusée, là, une augmentation de 10,3 qui est très faible, là, c'est sûr. Là, la proposition du gouvernement, c'est 10,3 d'augmentation en pourcentage sur 5 ans. Et ça monte à 14% le coût, là, explique le gouvernement, parce que il y a plusieurs catégories d'emplois où qui vont avoir obtenir plus que 10,3 parce que ces emplois étaient sous-payés en quelque sorte, et donc ils vont avoir des ajustements, donc ça monterait à 14% environ. Donc ça, c'est sur 5 ans. Et à l'opposé, le Front commun demande c'est 20 à 21% selon mon calcul, là, sur 3 ans. Alors c'est énorme, c'est comme du jamais vu, là. Je vous rappelle que la dernière négociation de 2015, le Front commun demandait 13,5% sur 5 ans. Donc, on est dans un univers beaucoup, beaucoup plus imposant là, en termes de demande salariale. Donc, la question ici, à ce moment-ci, à mon avis, ce qui se pose là, c'est est-ce que le Front commun, voyant la situation et voyant possiblement que la sympathie du public pourrait ne pas durer éternellement, est-ce qu'il ne devrait-il faire une contre-proposition parce que le gouvernement, ça fait longtemps qu'il a déposé et le Front commun, lui, reste sur sa position de l'automne dernier, là, c'est 20% sur 3 ans. Moi, je connais pas de conventions collectives là, qui sont
qui sont négociés à 20% sur 3 ans. Ça n'existe pas au Québec. C'est Mais très élevé. professeur, peut-être que c'est, comme on dit, le verre est dans le fruit. Lorsque les députés se sont octroyés une augmentation de 30%, est-ce qu'on n'était pas mal parti? Parce que c'est au gouvernement à tracer l'exemple. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Le gouvernement a fait une gaffe monumentale, à mon avis. Moi, je suis intervenu publiquement en entrevue, d'ailleurs, sur cette question-là, à ce moment-là, lorsque la question des salaires était en cause. Et je pense que c'était justifié que les députés augmentent leur salaire. Moi, je pensais que l'hypothèse serait peut-être de 120 000 peut-être par année. Mais moi, je disais à condition que ce que l'ancienne juge de la Cour suprême, Claire Lheureux-Dubé, appelait la Ferrari, là, à condition que le régime de pension des députés soit revu, parce qu'il est absolument, comment je dirais ça, euh, dé- déraisonnable. En fait, est trop généreux parce que le régime de pension des députés, là, c'est une accumulation de 4% par année de leur salaire en capitalisation pour le futur régime de retraite, ce qui fait qu'en 17-18 ans, un député là, qui dure longtemps à l'Assemblée nationale aurait pleine retraite après seulement 18 ans de travail. Dans la fonction publique, c'est 35 ans, 36 ans. Il y en a qui font 37 ans pour obtenir 70% de leur salaire. Et surtout le fait que les députés ne contribuent à la caisse de leur propre régime de retraite qu'à 21%, Hmm. ce qui est un véritable scandale. Ça occasionne un déficit même du point de vue salarial, là, du point de vue des coûts de la rémunération. C'est un coût énorme à l'Assemblée nationale et je ne comprends pas que ça n'ait pas été remis en cause, alors même qu'on a octroyé 130 000. Donc, pour moi, c'est un petit scandale, là. On s'en met beaucoup dans les poches, là, parce que le régime de retraite, à mon sens, est inacceptable des Mais députés. C'est un privilège. Au nom de quoi qu'une personne devient député aurait droit à un régime de retraite aussi privilégié? Parce nous que, sommes en train, professeur, en train d'analyser les revendications côté oui, salarial ou des nombreux syndicats, n'est-ce pas? Et ça a l'air être exagéré. Mais on regarde aussi une situation qui est globale, générale. C'est une pénurie de main-d'œuvre. Les jeunes qui rentrent dans la profession, surtout on parle des enseignants, ne restent pas longtemps parce que c'est une situation inacceptable aussi comme par rapport aux conditions de travail pour les jeunes bon, ben, enseignants qui rêvent d'avoir de meilleures conditions et il faut par tous les moyens valoriser cette profession d'enseignant, non? oui, 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 tout à fait, mais c'est pas simplement la question du salaire qui valorise la profession d'enseignant. Moi, fait une longue carrière d'enseignement au Cégep, là, j'enseigne maintenant à l'UQAM. Et je peux vous dire une chose, on enseigne parce comment je dirais ça, c'est parce qu'on adore enseigner, c'est-à-dire c'est comme un engagement, je dirais pas c'est une vocation, mais c'est vraiment, faut avoir la passion de l'enseignement, Mais vous pour admettrez avec moi qu'un jeune qui rentre en enseignement, généralement, c'est pour avoir une profession, en faire une carrière et certainement gagner un salaire décent. Oui, mais les salaires sont pas indécents, là. Les salaires des enseignants ont été augmentés pendant la pénurie, pendant la pandémie. Les enseignants de cégep que je connais bien, là, ont eu ajustement de leur salaire à la hausse il y a 1 an et demi. Il y a eu une étude de relativité salariale avec d'autres professions, puis ils ont eu une augmentation de 5 à 10 000 chacun, ce qui fait que les conventions collectives des enseignants de cégep aujourd'hui, pour ceux qui sont au sommet de l'échelle, atteignent les 97-100 000 maintenant. Donc, c'est pas nécessairement des Ce n'est salaires pas beaucoup. le cas pour les enseignants au primaire, Non, au pas secondaire. débutants, mais on commence à quelque chose comme 50 000, Et 55 lorsqu'on 000. parle de valorisation, professeur, Attendez-moi. Moi, ce que je trouve qui est le plus important, au-delà des salaires, euh, il y a la table salariale, mais il y a ce qu'on appelle les clauses normatives. Ce qui est le plus important, c'est le cas pour les infirmières et pour les enseignants en particulier, ce sont les conditions.
Les enseignants sont dans de mauvaises conditions de travail et il y a un lien avec l'immigration, l'immigration de masse qu'on a connue, incontrôlée, y compris par Laurent Roxham. Là. Je pense qu'il y a 100 classes d'accueil qui ont été constituées à l'automne, parfois dans des roulottes. Les enseignants enseignent dans des conditions extrêmement difficiles, avec des clientèles difficiles aussi, souvent qui n'ont même pas les rudiments de la langue française et qui sont envoyés dans les classes régulières. Toutes ces conditions de travail, c'est la même chose pour les infirmières, les horaires, la pression constante, les infirmières, ces questions-là aussi qui jouent dans le fait de décider d'aller enseigner ou de devenir infirmière. Et c'est pas simplement la question du salariat. Même s'il y avait, disons, 20% en 3 ans, là, ça ne réglera pas le problème de la pénurie de main-d'œuvre, ni en enseignement, ni dans les hôpitaux, les CHSLD, les CLSC. C'est vraiment un mix des deux. Les conditions de travail, les conditions professionnelles dans lesquelles on exerce notre travail sont déterminantes. Oui, évidemment qu'il y aurait d'autres choses à faire, mais quand on voit le comportement du gouvernement lorsqu'on a essayé, un journaliste a essayé de comparer les augmentations, ce que s'est octroyé le gouvernement, enfin les députés se sont octroyés, et à faire la comparaison en disant, vous osez comparer un enseignant avec un député. Ça, c'est une façon de dire pour un ministre de l'Éducation qu'on n'a pas suffisamment d'appréciation de cette profession qu'est l'enseignement. Ben, c'est parce qu'on n'a pas non plus, je pense, aussi. Moi, personnellement, j'ai enseigné, j'ai travaillé, j'ai corrigé les fins de semaine. Ça, c'est les choses qu'il faut accepter quand on est enseignant. Mais j'ai aussi, ma conjointe aussi a été adjointe de député et le travail dans un bureau de député, c'est l'enfer. C'est les fins de semaine. Les députés là qui ont une chance d'avoir le samedi soir, souvent là, c'est plutôt rare. C'est-à-dire qu'ils sont à l'Assemblée nationale, mais les fins de semaine rencontrent les chambres de commerce, les citoyens, des cas de demande d'immigration, des cas de toutes sortes. Et ils sont vraiment, vraiment occupés. Et moi, moi, j'étais un travailleur. Quand j'étais au Cégep, là, j'ai travaillé beaucoup. J'étais coordonnateur aussi de département. J'ai dirigé une trentaine d'enseignants. Puis je peux vous dire, là, par l'expérience de ma vie, là, qu'un enseignant de cégep ne travaille pas autant qu'un député de... Mais ça, c'est vrai. Mais cependant, est-ce que ça justifiait leur augmentation? Non. Pour moi, c'était une gaffe. Non, C'était une maladresse vraiment politique de la part du gouvernement d'avoir procédé à cette augmentation. C'est une erreur monumentale parce que ça joue dans l'opinion contre lui et surtout dans le contexte des négociations du secteur public. Quand on fait, nous, on peut s'employer à faire la comparaison entre les deux professions. Mais, professeur, imaginez si vous n'aviez vous-même pas eu un professeur au primaire, est-ce que vous auriez été ce que vous êtes aujourd'hui? Le député qui n'aurait pas eu un enseignant à la petite école, est-ce qu'il serait aujourd'hui là où il est? Donc, cette profession-là, pour moi, d'enseignant, hein, c'est une profession qu'on devrait valoriser davantage. Trouvez le moyen de le faire, là, mais faites-le. Ben certainement. La profession d'enseignant d'enseignant ou d'enseignant dans une société, c'est majeur, c'est fondamental. Et c'est probablement une des professions les plus importantes. Mais moi, je n'irais pas au point à dire que c'est une profession de misère actuellement. Il faut faire attention. Moi, je l'ai fait ma carrière. En plus, faut pas oublier une chose. Moi, je suis pour l'augmentation des salaires, mais ce que je vous dis simplement, c'est que 20% sur 3 ans, là, on veut tout, là, on veut le gros, la grosse somme mirabolante. C'est impossible. Le gouvernement ne pourrait pas, à chaque point de pourcentage, c'est 600 millions à chaque fois. Le gouvernement ne pourra pas céder là-dessus. Puis là, mettons pas en balance le 7 millions qu'on donne, puis ça, c'est une autre erreur, à mon avis, pour les Kings de Los Angeles qui vont venir au centre Vidéotron à l'automne. C'est une maladresse aussi, mais c'est pas ça qui change le rapport par rapport aux 600 millions par chaque point de pourcentage. Non, je pense que il y a de quoi, il y a de quoi, mais le problème, là, c'est qu'il faut négocier, là, il faut que
Est-ce que c'est le Front commun qui devrait, à mon avis, je pense, moi, que le Front commun devrait faire une contre-proposition. Ça fait longtemps qu'il est sur son 20%. Là, je parle des salaires seulement. Laissons les tables sectorielles bouger, les conditions de travail, ça, c'est majeur aussi. Mais sur les salaires, il peut pas avoir d'entente sur cette base-là. Donc, le Front commun, même pour aller gagner l'appui de la population, à mon sens, dans le début de ces grèves-là, devrait faire une contre-proposition, c'est à lui d'en définir les cadres, de façon à même à renforcer son lien avec la population pour démontrer qu'il est de bonne foi, qu'il veut négocier, puis qu'il est pas capable, mais qu'il est disposé à faire de bouger pour de façon à en arriver à une entente avec le gouvernement. À ce moment-là, la pression va aller vers le gouvernement qui devra lui-même bouger et Selon, évidemment selon votre monter. boule de cristal, professeur, et votre expérience, est-ce que vous pensez que c'est une grève qui va aller très loin? On parle même pour jusqu'au fait. Ben là, vous le disiez tantôt vous-même, la mobilisation est constatée, elle est forte, elle est très forte, là. Puis le matin, lorsqu'on part, on passe dans les rues, puis on voit les enseignants depuis 2, 3 semaines, là, qui sont avec leur pancarte, même le matin avant les cours, on voit qu'il y a une puissante mobilisation. Maintenant, comment tout ça va se dérouler? Il y a les 3 jours de grève, 21, 22, 23. Ces 3 jours qui sont annoncés pour le Front commun. Les infirmières vont faire une journée et demie là, à la fin de ces 3 jours-là. Là. Ils Mhm. vont se joindre au Front commun. Et le 23, c'est la Fédération autonome de l'enseignement qui, en principe, fera cavalier seul. Donc, je sais pas si je pense, sont autour de 60 000 enseignants, là. Donc, essentiellement de la région de Montréal, Laval, Québec, là. Donc, ils vont faire cavalier seul des écoles primaires, secondaires pour pousser la grève, dans le sens d'une grève illimitée, là, dont l'issue, on ne la connaît pas présentement, là, mais là, la FAE se lance, le risque pour la FAE, c'est de se lancer dans une bataille tout seul, Mhm. sans les autres composantes du Front commun. Moi, j'étais directeur de grève en 1983, la célèbre grève des enseignants de cégep, qu'on avait commencé avec tous les enseignants et les enseignants de secondaire primaire nous avaient abandonnés. Nous, on avait continué, on avait eu une loi spéciale sur la tête, une loi sans précédent, des menaces de congédiement, 3 années d'ancienneté par jour de grève qui aurait été continué. Nous, on avait fait 2 jours de défi, là, des amendes. Moi, j'étais officier syndical, j'avais 10 à 50 000 d'amendes par jour. Nous, on s'était fait comme, on était rendu tout seul, on était bien mobilisés au départ, mais quand il y a eu la loi spéciale, là, ça nous a donné un coup, et après 2, 3 jours, les syndicats sont rentrés au travail. Parce que c'était invivable, les syndicats étaient en train d'exploser. En espérant Donc, que euh, ça ne se passe pas comme ça. une grève illimitée d'une fédération seulement, ça peut être une puissance, bien sûr. La fédération exprime sa puissance. Nous, on continue. Mais à long terme, s'ils demeurent seuls, ça devient plus risqué. Voilà donc André Lamoureux, politologue, chargé de cours au département des sciences politiques de l'UQAM. Je vous remercie, Monsieur Lamoureux, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait grandement plaisir. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir.